si lent. Les Français parlent aux Français. J'ai vu un mec, je saurais pas vous dire comment il était, je sais juste qu'il était pas petit, plutôt typé blanc, type européen, vraiment pas de distinction, pas de cagoule, rien. Et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il était devant le Bataclan et qu'il avait son arme à l'épaule et je voyais les flashs, j'entendais bam bam bam, ça s'arrêtait pas quoi, c'était un déluge. La France soutient notamment Al-Nosra, qui est une branche très proche d'Al-Qaïda, qui est proche de Daesh. Donc la France soutient des groupes soi-disant modérés. Donc la France est en train de soutenir Daesh, oui, par l'intermédiaire de de groupes soi-disant modérés, mais elle le sait très bien, la France. Et aujourd'hui, on soutient indirectement l'État islamique qui, tous les jours, envahit un petit peu plus la Syrie. Mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Mais oui, c'est la réalité. Il y a eu des coups de pétard, comme tout le monde dit. Les gens ont commencé à tomber autour d'eux. Ils se sont mis au sol. Ils ont rampé. Et puis, il y a un vigile du Bataclan qui a réussi à ouvrir une porte. Ils ont dit, venez, sauvez-vous. Et entre deux rafales, ils se baissaient, ils couraient, ils se baissaient, ils couraient. Et ils sont sortis par le passage Saint-Pierre-Amelot, là, qui est juste à côté du Bataclan. Et je crois que votre belle-fille affirme avoir vu une femme, c'est ça? Elle dit avoir vu une femme. Elle s'est trouvée à un moment donné face à un des terroristes. Elle a vu la femme qui était à côté, qui courait avec 3 hommes et une femme, dont la femme n'était pas armée. Quelle description elle vous a fait de ces personnes-là? Un homme jeune de 30 ans, avec une barbe de 3 jours et de type européen. Elle a été interrogée parce qu'elle avait vu quelqu'un et donc elle a décrit ce qu'elle avait vu. Et donc elle dit qu'elle a vu 3 hommes et une femme, c'est ça? Oui, 3 hommes et une femme, oui, tout à fait. Vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était. Voilà, un hasard effroyable. Mais c'est pour vous dire... Yves de Kerdrel, mais on peut souligner peut-être que jeudi matin, vous publiez également l'interview de Bernard Squarcini, qui est l'ancien patron des services secrets. Et qui fait une révélation qui est susceptible de faire sauter effectivement un certain nombre de personnes en France. Il révèle que les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Squarcini s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que je réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question, nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. Cette histoire d'État islamique, d'un bout à l'autre, elle est bizarre. Aucun groupe terroriste dans l'histoire de l'humanité n'a eu plus de chars d'assaut que l'armée française, ce qui est le cas. Je vous garantis que mes sources ne sauraient être meilleures pour vous dire ça. Donc à l'heure actuelle, l'État islamique dispose de centaines de chars d'assaut, des véhicules blindés légers qu'on appelle les Humvees, des sortes de grosses jeeps un peu perfectionnées. L'État islamique en possède plus de 5000. Donc ça n'est pas un groupe terroriste, c'est pas à l'échelle. Est-ce une guérilla? Non plus. Puisque une guérilla, c'est clair, on connaît ça depuis la guerre révolutionnaire de Mao dans les années 30, ce sont des gens qui attaquent l'armée ennemie et qui se replient. L'État islamique ne se replie pas, il attaque, il occupe le terrain, il se crée son fief et il y reste. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la seule explication possible quand on a éliminé tout ça, c'est que l'État islamique est une armée mercenaire, une armée, une vraie, mais mercenaire, et nous ne faisons en pareil cas que de repousser le problème d'une case, à savoir au service de qui. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent, soi-disant, les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abou Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il faut voir que Daesh a des recruteurs extrêmement professionnels. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we
went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. Et fonctionne de manière postmoderne par niche. C'est-à-dire que le discours ne sera pas le même pour un jeune qui aime le foot, pour une jeune fille, on n'a pas parlé de cela. Hein. J'insiste sur le fait d'une transformation d'ordre initiatique. Alors, c'est pas joli. Il faut savoir que la plupart en tout cas des hommes qui arrivent en Syrie sont brutalisés, souvent violés, et qu'ils sont détruits pour être reconstruits par Daesh, qui donc aura complètement embrigadé, aura reconstruit ces hommes à leur image. L'imagination des savants est sans limite. Sur ces images, un taureau charge la cape qui s'agite devant lui. Quelques instants plus tard, on lui implante un émetteur dans le cerveau, puis on le lance à nouveau dans l'arène. À chaque charge, il reçoit une impulsion qui coupe son élan. Des documents aujourd'hui déclassifiés montrent que des émetteurs plus sophistiqués ont été testés sur des cobayes humains. Il y a toujours des débats sans fin entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Eh bien, ces documents décrivent clairement l'implantation d'électrodes dans le cerveau des gens, activer ces électrodes à partir d'un transmetteur et changer le comportement des gens. De violents à taper les murs, ils deviennent des moutons. Les conditions de détention des combattants pro-talibans détenus sur la base de Guantanamo à Cuba continuent de susciter la polémique. Voilà ce que je vends. Quand quelqu'un prend du Captagon, il est sûr de rester éveillé, de ne pas dormir. Avant le conflit en Syrie, le Captagon produit au Liban alimentait principalement les riches pays du Golfe. Mais en période de guerre, l'usage de ce produit se répand dans le pays voisin, y compris dans les rangs des combattants djihadistes. Certains prendraient du Captagon avant de monter au front. Lorsqu'une personne prend du Captagon, elle ressent davantage d'énergie et moins de fatigue, mais tout cela n'est qu'une impression. La fatigue s'accumule. Il s'agit d'un dérivé d'amphétamine, donc le Captagon accentue la nervosité et peut même entraîner des hallucinations. L'individu peut avoir la sensation d'être très puissant. من الجيش السوري صدره بدي اشلخه وقلبه وعصره بتم دم. Some folks are born made to wait to fly. Ooh, the red, white and blue. The red, white and blue. And when the band plays, hell to the chief, Lord knows they point the cannon at you. Les manifestants sont drogués et ils servent Ben Laden, selon Kadhafi. Le dirigeant libyen est de nouveau. Est-il possible que vous permettiez à ce phénomène d'avoir lieu dans n'importe quelle ville du pays? Nous ne sommes pas en Égypte ni en Tunisie. Avec une demande pacifique, on peut arriver à un compromis. Mais ceux-là n'ont pas de demande.
Les demandes sont chez Ben Laden. Qu'avez-vous à voir avec Ben Laden, vous habitant de Zawiya? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. On utilise des détenus, mais aussi des malades. Dans certains hôpitaux, on oriente des patients dans des services financés par la CIA. Celle-ci fait des expériences sur la manipulation mentale. Elles sont sans limite. En 1965, Karen Wetmore a seulement 13 ans lorsqu'elle est admise à l'hôpital du Vermont. Elle y fera plusieurs séjours jusqu'à sa majorité. Elle souffre de dépression sévère après avoir subi des actes de pédophilie de la part d'un voisin. Internée contre son gré, on la coupe de tout contact avec sa famille, en expliquant que c'est pour son bien. La CIA était surtout en quête d'enfants âgés entre 13 et 18 ans. Ils voulaient leur modifier la personnalité. On se sentait dans un état d'abandon total. Vous êtes là, attaché, enfermé dans cette pièce, et qu'importe si vous criez, qu'importe ce que vous dites, personne ne viendra à votre secours. C'est vraiment quelque chose qui vous traumatise à vie. Les médecins s'acharnent sur Karen. Ils veulent lui effacer la mémoire et en faire un robot à leur merci. Il faudra 30 ans de lutte devant les tribunaux pour que Karen obtienne son dossier médical. Elle y découvre la violence des traitements qu'elle a subis. Là, c'est écrit « attaché en totalité ». Ça veut dire la camisole de force. Et attaché, donc, ils ont attaché mes bras et mes pieds. C'était sans interruption, jour après jour, semaine après semaine, février, mars, avril, et tout ça jusqu'au 21 juin 1971. Vous dormez sur le sol, sans couverture ni quoi que ce soit, et mes bras étaient attachés comme ça dans mon dos. Ça, je m'en souviens bien, c'est très douloureux. Ça vous tire sur la nuque, ça vous tire sur les épaules, et pas moyen de s'échapper. Ça rend fou, totalement fou. Et j'étais toute nue. Je pense que ça faisait partie des efforts qu'ils faisaient pour me détruire. Tout ce qu'ils ont fait visait à me détruire. Des mois dans une pièce confinée sans aucun repère. Période pendant laquelle ses bourreaux vont lui administrer toutes sortes de drogues et même des électrochocs à des doses inhumaines. Nombre d'électrochocs et le nombre de secondes pendant lesquelles ils les ont maintenus. Nombre de chocs, 30, 30, 35, 35, 35, et ils l'ont fait à chaque fois pendant 40 secondes. Normalement, les électrochocs, c'est pas plus d'une seconde, et sûrement pas au nombre de 30 ou 35. Un seul, oui, mais jamais autant. Ils cherchaient certainement à effacer ma mémoire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils écrivent aussi pendant cette session « pas d'arrêt cardiaque, nouvel électrochoc ». Donc je pense qu'ils m'en ont remis une dose parce qu'ils n'ont pas réussi à provoquer l'arrêt cardiaque. Ils l'ont donc recommencé peut-être plus d'une fois. C'est impardonnable. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ils ont fait ça. J'en suis certaine. J'ai survécu pour pouvoir témoigner de tout ça. Combien sont-ils à avoir subi de telles expérimentations? À Montréal, au Canada, la CIA va se servir d'un psychiatre de renommée mondiale pour monter une véritable usine à cobayes au sein de l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill. Ce psychiatre s'appelle Ewan Cameron. Il sera l'un des tout-puissants présidents de l'Association mondiale de psychiatrie. En 1945, Ewan Cameron fait l'expertise psychiatrique de Rudolf Hess, l'un des nazis accusés au procès de Nuremberg. En 1957, la CIA le recrute pour son programme MK-Ultra. Les Américains veulent parfaire leur technique d'interrogatoire et programmer un humain à tuer.